Dans l'actualité ce soir, d'abord cette nouvelle attaque contre les troupes françaises en Afghanistan. Un blindé a été touché par une roquette. Nos envoyés spéciaux étaient à bord. Reportage dans un instant. Le coup d'envoi à Denver aux États-Unis de la convention démocrate qui va investir Barack Obama. Un grand show de 4 jours, un grand spectacle. Son épouse est la première à s'exprimer ce soir. La France a commis une faute morale, déclaration de Nicolas Sarkozy dans le petit village de Maillé. Il y a 64 ans, les soldats allemands y ont massacré 124 personnes, une tuerie longtemps oubliée. Le pouvoir d'achat, le gouvernement confirme qu'il y aura bien une aide au transport pour les salariés intégrée à la feuille de paye. Le MEDEF se dit très réservé, les modalités restent à définir. Un appel solennel de 15 médecins renommés. Ils dénoncent l'abus des antidépresseurs. Un Français sur 5 est concerné, un record en Europe. Enfin, le retour des athlètes français, médaillés ou pas. La fête continue pour les nageurs. Demain, défilé général sur les Champs-Élysées. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. D'abord donc ce document que nous ont envoyé il y a quelques minutes nos envoyés spéciaux en Afghanistan. Il montre que le danger est omniprésent. Il s'agit de la première attaque des talibans contre les soldats français depuis l'embuscade meurtrière il y a une semaine. Heureusement, il n'y a pas de victimes. Notre équipe se trouvait dans le véhicule touché par une roquette. Reportage Gérard Grisbeck, Mathias Segon, Jacques Dubose. L'embuscade de la semaine dernière a eu lieu à 40 km de là. C'est dire si l'endroit est dangereux. Nous sommes dans la vallée de la Kapisa. Les renforts français y sont installés depuis quelques semaines. En une demi-heure, le convoi fait la navette entre les deux bases françaises. Soudain, une roquette touche notre véhicule, mais elle n'explose pas. Des talibans à quelques centaines de mètres tirent sur le convoi. La riposte est immédiate. Sur la droite, on voit la fumée qui part. C'est les départs de coups là dans la montagne. Surtout, ne pas s'arrêter, ne pas risquer de tomber dans un traquenard. Le convoi arrive à la base, sain et sauf. Quand le deuxième, le troisième, là, il est passé entre nous et le camion, là. Il était planté, il fusait encore le bordel. Une flamme rose, là. Bon, bah, Félicitations. J'ai envoyé, quoi. Les deux insurgés, ils étaient à gauche, ils étaient à droite. Ils étaient à gauche. Ils étaient à gauche, ouais. Ils étaient à gauche, dans la montagne, ils étaient, voilà. C'est un tir de roquette qui n'a pas explosé. Un chargeur F2 qui traîne. Ouais, mon chargeur, j'ai un chargeur qui est là, moi. Oui, il m'en manque un, là. Tout le monde a 6 chargeurs. On a vu une quinzaine de bonhommes courir sur la ligne de crête en haut. Ça fait bizarre de les voir en vrai, quoi. On se disait, on les voit à la télé ici. Mais les voir en vrai, se prendre vraiment la roquette au-dessus de la tête, ça fait vraiment très drôle. Voilà. On a une belle étoile. Voilà. 3 RPG, une bonne étoile. Parce que c'est bientôt le retour en France, hein, donc on va rentrer tous vivants. Et on pense encore à nos camarades. C'est la première fois que les soldats français sont pris sous le feu depuis le drame de lundi dernier. Aujourd'hui, ils ont eu de la chance. Les hommes étaient dans les véhicules blindés. Gérard Grisbeck, qu'on retrouve en Afghanistan. Bonsoir Gérard. D'abord, on est content de vous savoir en bonne santé. Dans quel état d'esprit se trouvent les soldats qui étaient avec vous après cette très sérieuse alerte, on l'a vu? Oui, c'est vrai que nous, on a eu peur et on a eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai aussi que les soldats, si vous voulez, semblent très déterminés. Ils ont été très professionnels. Après, il y a eu une réunion entre eux, ils ont bien vu que tout s'était bien passé, ils ont agi exactement comme il le fallait. Mais c'est vrai qu'on voit bien que dans un premier temps, ces derniers jours, eh bien c'était le deuil du drame qu'ils ont connu lundi dernier qui l'emportait, c'était la peine. Aujourd'hui, c'est vraiment la volonté de ne rien laisser passer, nous disent-ils, de combattre vraiment en Afghanistan. Alors du coup, on sent un décalage et on a l'impression que les Français découvrent qu'il y a cette guerre en Afghanistan, mais en réalité, les soldats, eux, sont préparés, ils savent qu'ils sont là pour combattre et ils assument cette fonction.
Merci Gérard, conditions de transmission difficiles, on l'a compris, mais vous étiez en direct, c'était ce qui était important ce soir également. On apprend que 7 soldats canadiens et 2 journalistes ont été blessés lors d'une explosion au passage de leur véhicule dans un autre secteur du pays. Et puis sachez que le gouvernement afghan indique qu'il souhaite renégocier le mandat des forces internationales après une série de frappes aériennes de la coalition qui auraient tué 90 civils la semaine dernière selon Kaboul. Aux États-Unis, c'est ce soir que commence la convention démocrate. Tous les délégués du parti se réunissent pour une grand-messe de 4 jours qui doit aboutir à l'investiture officielle de Barack Obama. Aux États-Unis, on le sait, la vie de famille est un argument de campagne et la première à s'exprimer dans quelques heures sera l'épouse du candidat Michelle Obama, ici en train de procéder au dernier réglage. Une avocate au caractère bien trempé qu'on dit influente auprès de son mari. Reportage Alain Chalvron, Ariel Monange. Pas de doute, ces deux-là s'aiment. Et d'ailleurs, curieusement, personne durant la campagne n'a jamais contesté cet amour-là, ni critiqué certains gestes qui frisent pourtant dans ce pays puritain le label X. Je suis sa femme, je l'aime, il est mignon. C'est à 25 ans que Michelle Robinson rencontre Barack Obama. Née dans le South Side, le gigantesque quartier noir de Chicago, père ouvrier, mère secrétaire, elle s'élève à la force du poignet. Harvard, Princeton, 2 des principales universités du pays. Elle se retrouve dans ce cabinet d'avocats à Chicago chargé de superviser une nouvelle recrue de 2 ans, son aîné, Barack Obama. Pour lui, c'est le coup de foudre. Elle est un peu plus méfiante. Ma sœur nous avait entendu, mon père et moi, dire que l'on peut connaître la vraie nature d'un homme en le testant sur un terrain de basket. Alors, elle m'a demandé d'emmener jouer Barack. Après quoi, je lui ai dit, ce gars est formidable. Et ils se marièrent, et ils eurent beaucoup d'enfants. Enfin, deux filles, Malia et Sacha, 10 et 7 ans, adorables et abondamment utilisées durant la campagne. Merry Christmas. Happy Holidays. Lorsque Barack annonce sa candidature en février 2007 par un froid glacial, les filles sont là. Michelle aussi. Michelle, pas vraiment enthousiaste. La politique, c'est dur, et ça n'a rien d'équitable. Mais le plus dur pour Barack et moi, c'est lorsqu'on n'est pas ensemble. C'est lorsque lui ne voit pas ses filles. Elle fait promettre à Barack d'arrêter de fumer et d'acheter un chien pour les filles. Et la voilà partie en campagne, un peu timide au début, mais elle semble vite prendre goût aux foules. Les responsables de la campagne ont eu tendance à l'envoyer dans des endroits où son mari avait été 1 semaine ou 10 jours avant. Et elle est très bonne pour conclure en quelque sorte le pacte avec les électeurs. Elle fait merveille, mais fait aussi des gaffes. Ce jour-là, tout le monde va lui tomber dessus pour une première fois malheureux. Je vais vous dire quelque chose. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment fière de mon pays. Une forte personnalité, Michelle Obama, qui divise 30% d'avis favorables, 35% défavorables. Mais c'est le roc, le socle, sur lequel repose son mari. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct de Denver. Quel est l'objectif de Barack Obama durant ces 4 jours? On dit qu'il cherche à modifier son image et son positionnement. Oui, vous avez raison, tout est une question d'image. Finalement, cette convention, c'est un show, un gigantesque show à la gloire de Barack Obama, un gigantesque show fait pour les télévisions et les 15 000 journalistes présents pour définir justement l'image qui sera celle du candidat pour le 4 novembre. Alors, sur le plan personnel, il va essayer de donner l'image d'un Américain moyen, finalement, un époux modèle, un papa modèle et une incarnation du rêve américain. Alors, ça sera le rôle, oui, de sa femme, mais aussi de son beau-frère, de sa belle-sœur. Tous ces gens-là vont parler ce soir. Sur le plan politique, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il lui faut garder cette image qui lui a si bien réussi dans les primaires de l'homme exalté, de l'homme inspiré, l'incarnation du changement et de l'espoir, tout en ayant un discours maintenant beaucoup plus centriste, beaucoup plus responsable pour la peine de mort, pour les armes, pro-israélien, anti-russe, etc., etc. Il essaye ainsi de gagner un électorat républicain, un électorat hilariste, mais il risque aussi de perdre cet enthousiasme, cette mobilisation de millions de personnes qui lui a permis de gagner les primaires, et en particulier des jeunes.
Alain Chalvron en direct du Colorado. Merci Alain. Première menace en tout cas pour les démocrates. La météo n'est pas de la partie. Une tornade a frôlé les lieux du Congrès avec de la grêle et une alerte aux inondations. Les dégâts sont toutefois restés limités. Et puis à noter que l'entourage de John McCain a émis une protestation solennelle contre Madonna. Lors d'un concert, la star évoquant le mal et la bêtise a fait défiler sur grand écran des images du candidat républicain mélangées à celles d'Hitler. Elle avait déjà usé du même procédé avec George Bush. En bref, encore à l'étranger, le geste d'Israël. L'État hébreu a libéré 198 prisonniers palestiniens. Le plus ancien était détenu depuis 32 ans. Il était impliqué dans des attentats meurtriers. Cette libération est une première. Et puis pour refermer ce chapitre international, l'histoire maintenant de cette fillette kamikaze qui s'est rendue à la police en Irak. On ne connaît pas exactement son âge, entre 13 et 17 ans. Elle avait été endoctrinée, sacrifiée pour tuer, ceinture d'explosifs autour de la taille. Elle y a renoncé au dernier moment. Dorothée Oliéric. Je porte une ceinture d'explosifs. C'est ce que la jeune Irakienne crie aux officiers irakiens tout proches. Attachée, elle est ensuite très vite déshabillée, sans manière, par les policiers qui découvrent la ceinture bourrée d'explosifs. Elle dit s'appeler Rania et avoir 17 ans. Les Américains affirmeront, eux, ensuite, qu'elle a en fait 13 ans. Emmenée puis interrogée dans ce commissariat de Bakuba au nord de Bagdad, la jeune kamikaze en puissance a affirmé qu'une femme lui avait mis le gilet d'explosifs, mais qu'elle ne voulait pas commettre d'attentat suicide. Rania a donc choisi de se rendre aux autorités irakiennes. L'enquête dira si elle a effectivement été forcée à se charger d'explosifs ou si elle l'a fait volontairement. Embrigader les femmes et les enfants le sont de plus en plus souvent par des membres d'Al-Qaïda. Pour une raison simple, on fait a priori confiance à un enfant ou à une femme et on ne les fouille pas. Au Pakistan, en Afghanistan ou en Irak, on les appelle les kamikazes de demain. Un dernier mot sur l'Irak. Le chef du gouvernement, Nouri al-Maliki, annonce qu'il n'y aura plus de troupes étrangères sur son sol après 2011. Annonce minimisée ce soir par la Maison-Blanche. En France, la commémoration d'un massacre oublié. Tout le monde connaît l'histoire d'Oradour-sur-Glane. Celle de Maillé a longtemps été ignorée. Ce village proche de Tours a vu 124 civils, hommes, femmes et enfants, tués de sang-froid par des soldats allemands. C'était le 25 août 1944, il y a 64 ans tout juste. Nicolas Sarkozy, vous l'avez vu, s'est rendu sur place aujourd'hui. On écoute le président de la République. En ignorant si longtemps le drame de Maillé, en restant indifférente à la douleur des survivants, en laissant s'effacer de sa mémoire le souvenir des victimes, la France a commis une faute morale. Voilà un massacre longtemps occulté, notamment par la libération de Paris qui est intervenue le même jour, le 25 août. Alors que s'est-il passé exactement à Maillé? Récit François-Julien Piednoir. De ce 25 août 1944, l'histoire ne retenait jusqu'à aujourd'hui que ces images d'une joie en couleurs, de Parisiens et de Parisiennes enfin libérés. Les filles honorent les soldats de leur rouge à lèvres, le champagne signe la fin du rationnement. Mais les cris de joie à Paris couvrent les cris d'horreur, à moins de 300 km de là. Ce matin du 25 août, les soldats allemands s'acharnent sur tout un village, Maillé, en Indre-et-Loire. En quelques heures, 80 bourreaux allemands brûlent les maisons et en même temps l'espoir d'une libération. Et puis, le massacre. 124 personnes sont tuées, le plus souvent à bout portant ou à l'arme blanche. La barbarie fauchera 44 enfants, dont les frères et sœurs de ces deux survivantes, qui bien sûr n'ont rien oublié. Ma sœur a pris mon petit frère par la main, s'est cachée dans le jardin, dans les orties. C'est là qu'ils ont été massacrés. Et moi, mon petit frère, je l'ai pris, voyant qu'il était sur le bras de maman, je l'ai pris et il avait sa petite gorge tranchée. J'ai essayé de marcher avec, puis j'ai vu qu'il était mort, alors je l'ai rappuyé sur le bras de maman. J'aurais voulu savoir la vérité, j'aurais voulu savoir qui l'a commandité, et pourquoi. Pourquoi ce massacre? Une hypothèse, sur 2 cadavres, les Allemands ont laissé un message, c'est la punition des terroristes, ont-ils écrit. C'est donc peut-être en représailles du meurtre d'un officier SS, commis par des résistants. Deuxième question, qui sont les Allemands auteurs de ce crime de guerre, prescrit en France, mais pas en Allemagne? C'est ce que tente d'élucider ce procureur venu d'Outre-Rhin le mois dernier, étudier les archives, effectuer des relevés topographiques, et puis demander pardon. J'aimerais m'excuser auprès de la population, auprès de vous, monsieur le maire,
de vous tous et des descendants, des victimes de ce massacre affreux. À défaut de sortir du cauchemar, Mayet sort aujourd'hui de l'ombre de l'histoire. Désormais, le 25 août 1944, ce n'est plus seulement la libération d'une capitale, c'est aussi la commémoration de l'agonie d'un village. Les suites de l'avalanche meurtrière à Chamonix, les corps des 8 disparus ont été identifiés et pour la plupart localisés. Il s'agit de 4 Allemands, d'un Autrichien et de 3 Suisses. Impossible en revanche de tenter d'extraire les corps. Le risque d'une nouvelle avalanche est encore trop fort. Karine Komadzi. À travers la neige et la glace, 7 petites fréquences radio ont percé. Les ARVA, les émetteurs dont s'étaient munis les alpinistes disparus, ont enfin permis de localiser leurs corps. Un corps en haut du glacier, les 7 autres 1500 mètres plus bas, tous enfuis entre 20 et 50 mètres sous la neige, peut-être dans des crevasses. Au-dessus d'eux, les séracs, d'énormes blocs de glace menacent de s'effondrer et rendent trop dangereuse toute approche des secouristes. Nous sommes sous la menace d'une barre de sérac qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut et qui peut se déclencher à n'importe quel moment et qui se déclenche à n'importe quel moment sans aucune chance de rémission pour les secouristes. Si un sérac tombe, on est tous morts dessous. Les séracs, parfois hauts comme un immeuble, peuvent se détacher hiver comme été, quelles que soient les conditions météo. Ces tonnes de glace emportent alors tout sur leur passage. Dimanche, lorsqu'ils ont pris la route, le temps était idéal. Premier de cordée, un guide autrichien avec ses 4 clients allemands, puis un guide suisse accompagné d'un couple de Berne, ensevelis sous la neige. Leur chance de survie était de 20 minutes. En bref, un braquage d'un nouveau genre en Corse du Sud. Il a été commis en pleine mer la nuit dernière entre Porto Vecchio et Bonifacio. 4 hommes armés, cagoulés, sont montés à bord de ce luxueux voilier de 55 mètres. L'équipage a vite été maîtrisé et le commandant a dû remettre le contenu du coffre, 138 000 € en liquide tout de même. Le commando est reparti comme il était venu à bord d'un petit canot pneumatique. L'économie, c'est la mesure phare du gouvernement pour le pouvoir d'achat en cette rentrée. François Fillon a confirmé aujourd'hui qu'il y aura bien une aide au transport pour les salariés. Reste à définir les modalités. Personne ne semble vraiment d'accord et le MEDEF se dit très réservé sur le principe. Explication Sarah Bernuchon, Virginie Travers. Les salariés franciliens qui prennent les transports en commun ont un petit privilège. Combien vous coûte votre carte de transport 86 € par mois. Et en fait, la moitié est remboursée par l'entreprise, donc on ne paye que la moitié. Et c'est comme ça depuis 1982, la vie étant réputée plus chère dans la capitale. Le remboursement se fait directement sur la fiche de paye chaque mois. C'est ce système que le gouvernement souhaite généraliser en France. Et pour ceux qui vont travailler en voiture, une prime mensuelle pour récompenser leurs frais d'essence. Seul problème, les entreprises ne veulent pas payer. C'est l'État qui a encaissé de la fiscalité supplémentaire, je vous parle de la TVA, du surplus de TVA, 140 millions d'euros depuis l'augmentation du coût des carburants. L'État doit redonner aux entreprises et aux usagers ces 140 millions d'euros. Mais les caisses de l'État sont vides. Pour le gouvernement, c'est aux entreprises de faire un effort. Le principe lui-même d'une participation de l'entreprise aux frais de transport des salariés, qui existe déjà d'ailleurs dans les entreprises de certaines régions, notamment d'Île-de-France. Ça, c'est un principe qui existait et que nous ne voulons pas remettre en cause. Les partenaires sociaux ont jusqu'au 15 septembre pour trouver un terrain d'entente, car le Premier ministre l'a promis en juin dernier, le chèque transport doit servir à donner du pouvoir d'achat aux Français. À La Rochelle, l'inquiétude des ostréiculteurs. Ils ont déversé ce matin plusieurs tonnes de coquilles d'huîtres devant la préfecture de Charente-Maritime. Ils jugent insuffisantes les mesures gouvernementales qui visent à surmonter la crise. Depuis quelques semaines, ils sont confrontés à une surmortalité des naissins. Les jeunes huîtres de moins d'1 an, on ignore toujours la cause exacte du phénomène. La rentrée scolaire, c'est dans une semaine tout juste pour tous à l'école primaire. Fini en effet les retours anticipés puisque c'est la fin cette année de l'école du samedi. C'est une grande innovation. Il n'y aura plus que 4 jours de classe dans la semaine. Il faut s'organiser pour ce nouvel emploi du temps. Reportage Mallory Aounou, Zidenberkus. Les rentrées anticipées qui s'étalent en cette fin de mois d'août, c'est terminé. Cette année, tous les écoliers ont rendez-vous le 2 septembre. Nouveau rythme en primaire, 24 heures de classe par semaine au lieu de 26, liberté le samedi matin. A priori, c'est simple. Cela donne une semaine de 4 jours avec 6 heures de classe quotidienne. Mais dans certaines écoles, on préfère enseigner le mercredi matin et alléger les journées.
Plus d'école le samedi, cela signifie donc 2 heures de cours en moins pour les enfants, mais pas pour tous. Les enseignants doivent consacrer ces 2 heures aux plus faibles. Fausse bonne idée, disent les spécialistes des rythmes scolaires. Faire travailler les enfants, alors que les autres ne travaillent pas, dans un lieu où ils ont déjà connu l'échec, où ils connaissent l'échec, la difficulté, c'est sûrement par ça qui va les motiver et les remettre sur le bon chemin. Surtout, où caser ce soutien? Une demi-heure chaque matin avant la classe, sur la pause du déjeuner, le soir ou encore le mercredi? Chaque solution présente des contraintes pour les enfants et les municipalités qui peinent à s'organiser, notamment quand l'école regroupe des élèves éparpillés sur plusieurs communes. Ça va forcément poser des problèmes de déplacement, des garderies, soit des surveillances, soit des... Et pour le moment, c'est relativement flou. Flou aussi, les moyens disponibles pour assurer ces nouvelles dispositions. L'Association des maires de France demande 1 an supplémentaire pour s'adapter. La majorité des communes ne serait pas en mesure de démarrer le soutien scolaire dès le mois d'octobre. La santé, c'est un mal français, il est connu depuis longtemps. Nous consommons trop de neuroleptiques, calmants, tranquillisants, antidépresseurs. La France est championne d'Europe et rien ne change vraiment. Eh bien, 15 médecins éminents pour la plupart ont décidé de réagir. Ils viennent de lancer un appel solennel pour dénoncer cette surconsommation et rappeler aussi qu'on peut faire autrement. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathalie Sapena, Pascal Caron. Temesta, Prozac, Stilnox, Deroxate et autres. 109 millions de boîtes vendues l'an dernier contre l'angoisse, l'insomnie, la dépression. C'est trop, beaucoup trop pour 15 médecins qui lancent un cri d'alarme. La France est champion du monde, champion olympique des prescriptions de psychotropes, que ce soit antidépresseurs, tranquillisants ou somnifères. Mais d'ailleurs aussi alcool et cannabis. C'est 3 à 5 fois plus que nos voisins européens. On estime que la prescription d'antidépresseurs ne se justifie pas dans 2 cas sur 3 en France. Les antidépresseurs devraient en théorie cibler les vraies dépressions, celles qui frappent 3 millions de personnes en France chaque année, comme le soulignait ce spot télévisé diffusé il y a quelques mois. Mais ils sont aussi prescrits à tous ceux qui affrontent une déprime, un coup du sort. Ces médicaments psychotropes agissent directement sur le cerveau. Alors, de ce côté, j'ai les antidépresseurs et là, j'ai les anxiolytiques. Donc ce sont 2 familles différentes avec 2 usages totalement différents, et dans la durée, et dans la fonction, et dans les inconvénients. Les effets secondaires sont sérieux. Dépendance, troubles de la mémoire, nausées. Mais ces médicaments sont banalisés. 14% des hommes et 25% des femmes en font un usage très régulier. C'est mon médecin généraliste qui me suit depuis des nombreuses années, quand ça ne va pas, qui me prescrit certains anxiolytiques, certains antidépresseurs. Enfin, c'est un bien-être que l'on n'a pas autrement. En 7 ans, la consommation d'antidépresseurs a augmenté de 27%. Les 15 signataires de l'appel montrent du doigt les généralistes. Ce sont eux qui prescrivent 85% des psychotropes, des généralistes qui sont pourtant en première ligne face à la souffrance de leurs patients. Aujourd'hui, le médecin est un recours, un régulateur social dans une société en grande difficulté, et au fond, dans les situations de détresse, que ce soit donc la famille, l'entreprise, la cité, et ben quand on va pas bien, on va voir le docteur. Et le docteur, il fait avec les outils qu'il a. Et les outils qu'il a, c'est les médicaments. Pourtant, il existe d'autres solutions pour les dépressions légères. Le sport et l'hygiène de vie d'une manière générale. Mais aussi les cures thermales. Une étude récente vient de prouver qu'elles étaient plus efficaces qu'un antidépresseur. Pas de dépression en tout cas à Pékin. Le rideau est tombé sur les Jeux Olympiques. Pour les athlètes, médaillés ou pas, c'est l'heure du retour au pays. En France, les nageurs ont été fêtés tout à l'heure à Roissy. Claire Lezink, Mathieu Nivenglowski. Cet après-midi, il fallait d'abord passer une forêt de caméras et un cercle de CRS pour apercevoir une tête blonde. Alain Bernard, jusqu'au dernier jour, a savouré ces Jeux de Pékin avant d'atterrir à Paris. J'essaie d'en profiter à fond de ces Jeux parce que voilà, ça arrive tous les 4 ans, c'est quelque chose de magique et surtout quand on se fait plaisir, qu'on nage bien et qu'on part avec des médailles comme ça, on a envie que ça dure quoi. Une centaine de personnes pour Hugues Dubosc, 2 médailles de bronze en brasse. Amaury Levaux, l'autre géant blond, 2 médailles d'argent en sprint, qui apparemment ne vont pas lui changer la vie. Je sais pas ce que ça a changé maintenant, je sais pas si je réalise bien, mais
Si je dois dire des conneries, je les dirai, hein. Ça changera pas. La natation française dans le sillage d'Alain Bernard attire les flashs et les micros. En escrime, Boris Sanson, Julien Pillet et Nicolas Lopez ont remporté l'or au sabre par équipe. Ils sont à Paris depuis quelques jours. Au test de notoriété, ce n'est pas le franc succès. Ils vous disent quelque chose, mesdames? Non. Non. Désolée. Oh yes. J'en ai reconnu un. Lequel? C'est lui. Si ça peut amener des jeunes à pratiquer notre sport et qui ressentent les émotions qu'on a pu vivre tous les trois là-bas, ben c'est génial, quoi. Le quotidien a repris le dessus pour Venceslas Dabaya. Depuis son retour de Pékin, l'haltérophile médaillé d'argent passe son temps en famille avec son fils de 2 ans. Le petit fait 12 kilos tout mouillé. Ça change des quintaux soulevés au jeu. Voilà, et demain, défilé donc pour tout le monde sur les Champs-Élysées à Paris. À Pékin, c'est le retour au calme. Les derniers athlètes sont partis ce matin. Tout le monde s'affaire pour nettoyer, mais les usines vont continuer à tourner au ralenti. La circulation va rester alternée pendant 3 semaines, car la ville s'apprête maintenant à organiser les Jeux paralympiques du 6 au 17 septembre. En attendant, les regards se tournent vers Londres, où les travaux ont déjà commencé. Question, comment faire aussi bien que Pékin, avec un budget largement inférieur dans 4 ans. Vous allez découvrir à quoi ressemblera la ville olympique de 2012. Sur place à Londres, Maryse Burgot, Laurent Desbois. La fierté des athlètes britanniques. Ils ont raflé 47 médailles à Pékin, dont 19 en or. Un bel élan pour affronter les prochains Jeux qui auront lieu chez eux. Maintenant, on a hâte d'être en 2012 et on espère qu'avec nos succès, on aura toute la nation derrière nous pour préparer les Jeux de Londres. Et voici un avant-goût de ce que sera le stade olympique de la capitale britannique. C'est moins ambitieux que le nid d'oiseau des Chinois et c'est logique, le budget de Londres est moitié moins important que celui de Pékin. Près de 12 milliards d'euros quand même, un chantier de 250 hectares et des contribuables un peu inquiets de succéder au gigantisme chinois. J'espère qu'on atteindra le niveau de préparation des Chinois. Je croise les doigts. Mais je suis contente que cela se passe dans ce quartier. On avait besoin de ça ici. C'est le bon endroit. Comme à Pékin, beaucoup d'immeubles de ce quartier défavorisé ont été rasés. Et comme à Pékin, le budget a beaucoup dérapé. Il est déjà 3 fois supérieur à celui initialement annoncé. Les autorités britanniques se défendent en disant qu'elles en profitent pour réhabiliter toute cette zone. Ils ne font qu'augmenter les taxes locales pour payer tout ça. Et nous, ça ne nous apporte pas grand-chose pour l'instant. La population locale attend désormais que les promesses soient tenues. La construction de nouveaux logements et de lignes de transport pour désenclaver toute cette zone est inscrite dans ce budget des Jeux de Londres pour qu'après 2012, ce quartier ne retombe pas dans l'oubli. En France, c'est l'une des tendances de cette rentrée dans l'informatique, la vogue des mini-ordinateurs, à peine plus gros qu'un portefeuille, à peine plus lourd qu'un téléphone mobile. Personne n'avait imaginé un tel succès au départ. Du coup, tous les industriels du secteur proposent maintenant des modèles. Emmanuel Lambert, Régis Maté. Plutôt difficile de faire son choix. Et dans la jungle des ordinateurs, le netbook ou mini PC passerait presque inaperçu. Car chez lui, tout est mini, le poids, l'écran, le clavier. Une miniaturisation qui attire de plus en plus de monde. Moi je suis étudiante, donc c'est vrai que c'est tout petit, c'est assez léger. Donc dans un sac, c'est rien pour aller à la bibliothèque. Et ça a l'air en tout cas de proposer tous les services qu'on a besoin. Juste écrire, ranger ses photos et ses vidéos. Mais ce qui est le plus mini dans cet ordinateur, c'est son prix entre 200 et 450 €. Alors, autant être franc, ses performances ne sont pas exceptionnelles. Vous ne pouvez ni lire de DVD, ni installer de logiciels, ni même jouer à des jeux vidéo. Le netbook sert à surfer sur Internet. Du coup, les opérateurs ont flairé la bonne affaire. Ils bradent ces mini PC en échange d'un abonnement Internet longue durée, comme ils l'ont fait pour les téléphones. SFR était leader, Orange riposte, avec un ordinateur plus musclé. Il a un vrai disque dur de 80 Go, il a une mémoire RAM d'1 méga, il a une webcam, il tourne sous Windows. Donc on a les performances d'un véritable ordinateur dans un format de poche. Les mini-PC représentent 10% des ventes d'ordinateurs en France. Les consommateurs ne voient pas tous d'un bon œil cette gamme low cost, mais cela pourrait vite changer.
quand des grands constructeurs vont sortir des produits un peu plus améliorés en termes d'usage, en termes de soins plastiques, d'ergonomie, à ce moment-là, je pense que le marché pourra exploser. Je pense que c'est la première étape. À la fin de l'année, près de 5 millions de mini-PC seront vendus dans le monde. En 2012, il s'en vendra 10 fois plus. Le poids plume des ordinateurs pourrait devenir le poids lourd d'une industrie toujours florissante. Un voyage maintenant, cette fin de vacances. Tout le monde a entendu parler du Yéti. Une légende, bien sûr, un mythe. Mais est-ce vraiment si sûr? Dans le nord-est de l'Inde, on y croit dur comme fer. Plusieurs témoins disent avoir aperçu l'étrange créature. Une touffe de poils trouvée dans la forêt a même relancé l'affaire. Des analyses ADN sont en cours. Sur la trace du Yéti, reportage Arnaud Miguet et Dominique Marotel. On aurait pu croire que l'Himalaya était la seule terre de prédilection du Yéti, rendu célèbre par les aventures de Tintin au Tibet. Mais c'est ici, dans cette jungle profonde du nord-est indien, que la mystérieuse créature défraie la chronique aujourd'hui. Cet homme jure l'avoir vu de ses yeux vus, dans ces collines brumeuses, 3 jours de suite. Je travaillais comme aujourd'hui et au loin j'ai vu la créature. Je ne savais pas ce que c'était. Ça ressemblait à un très grand singe ou à un homme immense avec une longue fourrure noire. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. Je suis sûr que c'était le Yéti dont mes grands-parents parlaient quand j'étais enfant. L'abominable homme des neiges aurait donc un alter ego en Inde. Bien connu des enfants, mi-singe mi-humain, le Mandeburung, c'est son nom local, mesurerait 3 mètres de haut avec de très grands pieds. Le Yéti se cache-t-il vraiment dans cette épaisse forêt où vivent toutes sortes de créatures? Un terrain inhospitalier où après des heures de piste, on peut aussi croiser des hommes. Ceux-là sont des Adivasis, les habitants originels de l'Inde, une tribu animiste restée à l'écart du monde. Loin de ces totems qui représentent leur mort, on entretient le mythe et nul besoin de comprendre leur dialecte pour savoir de quoi ils parlent. Le chef du village, Ajakok, 98 ans, est intarissable sur ce Yéti qui fascine, autant qu'il effraie. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on raconte autour du feu pour endormir les enfants. Ce sont des faits. Et beaucoup de villageois ont pu le voir de leurs propres yeux. Chez les jeunes générations, on y croit aussi, dur comme fer. Dipou, 36 ans, répertorie tous les témoignages oculaires. Le dernier, c'était il y a 15 jours. Et il dispose même d'un portrait robot de la créature. Alors, mythe ou réalité? Non, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. J'ai toutes les preuves ici. Regardez vous-même ces photos. Là, ce sont des traces de griffes dans l'écorce d'un arbre. Et ici, nous avons des empreintes de pas que nous avons rassemblées au cours des années. Nous avons même des échantillons de poils que nous avons prélevés sur un site où a été vu le Yéti. Loin de cette jungle indienne et de toutes ces légendes ancestrales, des échantillons de poils sont actuellement étudiés par des scientifiques britanniques. En attendant, ici, le Yéti continue de susciter des vocations. Et on ne manquera pas de vous donner les résultats de ces analyses. C'était l'un des peintres contemporains les plus célèbres. On fête le centenaire de sa naissance cette année. Il s'appelle Balthazar Klossowski de Rolla, plus connu sous le nom de Balthus. Une grande rétrospective lui est consacrée en Suisse, à Martigny, entre Genève et Lausanne. L'exposition vaut le déplacement. Isabelle Béchler, Philippe Jasselin. Balthazar Klossowski, pseudo-comte de Rolla, alias Balthus, aurait eu 100 ans cette année. C'est l'occasion d'une rétrospective du travail de ce peintre ombrageux. Il aimait tant les chats qu'il se cachait volontiers derrière leur facétie. Le chat comme un homme, c'est le chat beauté. C'est à nouveau les contes de Grimm, c'est Perrault, c'est tout cet univers d'enfance dans lequel il a profondément plongé. Parce qu'il sentait une affinité très profonde avec cet animal, à la fois discret, soyeux, caressant et en même temps très cruel, qui sort ses griffes. Ici, Balthus, en roi des chats. Dans son chalet-château, Balthus, qui aurait bien voulu être aussi le roi des peintres, a travaillé jusqu'à la limite de ses forces. Voici un atelier de perfectionniste, d'artisan, infatigable. La peinture, c'est un métier, avant tout. Par exemple, un écrivain qui n'a aucune idée de la grammaire, qui ne sait pas comment on fait une phrase, eh ben, il n'arrive pas à faire un texte. Une syntaxe superbe pour une peinture mystérieuse. Dans ce passage du Commerce Saint-André, par exemple, Balthus a tout mêlé. L'histoire, les contes de son enfance, sa famille, une peinture à clé qui se mérite. Une complexité considérable
avec l'air de ne pas y toucher. Il était plus explicite en revanche sur sa fascination de la femme contenue en chaque adolescente. C'était l'origine du monde à sa manière, comme un éternel hommage à Courbet. C'est une peinture qui est aussi évidente aujourd'hui dans sa maîtrise, dans sa plénitude, dans sa beauté que les chefs-d'œuvre dont il s'est inspiré dans le passé, c'est-à-dire Courbet au 19e, Delacroix, Proudhon, Piero della Francesca à la Renaissance. Outre les jeunes filles offertes à l'érotisme sourd, Balthus nous laisse aussi de somptueux paysages où le peintre, encore lui, s'enfonce en s'éloignant. Balthus à découvrir là-bas jusqu'au 23 novembre prochain. En bref, la mort de Jacques Crière, producteur, réalisateur. Il avait accompli un grand nombre de reportages pour la télévision à partir des années 50, notamment pour le magazine 5 colonnes à la une. Jacques Crière avait 81 ans. Une dernière image de football, 3e journée du championnat de Ligue 1, match en retard. Bordeaux a battu Nantes 2-0 hier soir, grâce notamment à ce but signé Fernando à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Bordeaux 3e au classement, derrière Marseille et Lyon. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, le coup d'envoi à Denver de la convention démocrate qui va investir Barack Obama. Un show de 4 jours, à grand spectacle. Son épouse est la première à s'exprimer ce soir et Barack Obama va tenter de recentrer son image. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Tania Young, 20h50, Sa mère ou moi, une comédie avec une belle distribution, Jennifer Lopez et Jane Fonda notamment. Très bonne soirée, à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.